L'éloquence, il faut pas, quand vous regardez à la télé, je sais pas si vous avez vu des trucs d'éloquence, etc., ou des livres, il y a plein de gens qui vont vous dire, ouais, alors ça c'est cette règle, il faut vraiment le faire, et puis moi j'ai quelqu'un qui m'avait dit, ouais, bah, il y a 30 secondes d'attention, après 30 secondes il n'y a plus d'attention, il faut parler comme ça, il faut mettre les pieds comme ça, il faut machin, il faut truc, on s'en fout. En fait, il faut que vous soyez vous-même. Parce que quelqu'un qui est lui-même, quand il dit quelque chose, il sera sincère et on va le croire. Ça veut dire que si vous bégayez, c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous avez des petits tics, c'est pas grave. On vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être sincère. Et vous êtes sincère quand vous êtes vous-même. Ayez pas la voix de tout le monde. C'est-à-dire que si tout le monde a une voix, et voici que j'arrive, Jean Jaurès, et que c'est pas vous, ne le faites pas. Si vous, vous êtes là. Bon, alors, Jean Jaurès, c'est compliqué, parce que il voulait la guerre, et il voulait pas la guerre, et non, ouais, il voulait pas la guerre, et tout le monde voulait la guerre. Si ça c'est vous, ce sera 1000 fois plus convaincant. Un juge, il va se dire, est-ce que le mec il se moque de moi? Est-ce que c'est lui qui parle ou non? Donc en fait, l'éloquence, entre guillemets, de cette façon très prétentieuse, c'est presque une psychanalyse, c'est-à-dire que c'est presque qui est-ce que vous êtes vous? Qui vous êtes vous? Et plus vous progressez dans la recherche de qui vous êtes vous, plus vous savez pouvoir le montrer. Si vous êtes quelqu'un d'extravagant, si vous êtes quelqu'un de discret, si vous aimez la philosophie, le théâtre, si vous aimez le rap, le cinéma. Moi je sais que j'étais à un concours d'éloquence une fois, concours national, hein, donc la candidate elle venait de loin, loin, c'est pas de blague, elle venait des dom-toms, hein, donc elle avait pris l'avion et tout. Elle commence par Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, en chair et en os, en chaîne et en or. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Booba. Hein, il faut apprendre les classiques quand même. Donc oui, bah, Booba. Et vous voyez, c'est pas grave. Et puis à côté, il y avait un mec qui commençait par Shakespeare. Mais en fait, ça allait. Parce que c'était eux. Et l'important, c'est que quand vous parlez, on se dit, c'est vous. Alors, il y a des artifices, bien sûr. Il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Vous n'allez pas arriver crâne rasé sur une jambe, parce que moi j'aime bien être le crâne rasé sur une jambe, ça sert à rien. Vous allez arriver, vous. Donc, il y a des formes. Quand même, une petite base, simple, à respecter, et le jour où vous la maîtrisez très bien, vous pouvez vous en affranchir, ça veut dire, je ne sais pas si vous voulez savoir, ça veut dire que vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire carrément différemment. La forme, elle est très simple, c'est un peu comme vous faites un commentaire de texte en cours de français. Vous faites une introduction, vous dites ce que vous allez dire, très résumé, vous donnez vos arguments, vous faites une conclusion. En très très gros, c'est ça que ça donne. L'introduction, c'est une phrase d'accroche, c'est une phrase qui va puncher, on va dire, ok, là on l'écoute. Une salutation, parce qu'il faut quand même dire bonjour aux gens qui sont là. On ne dit pas bonjour, on dit Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury. Okay. Un petit contexte. Okay. Jean Jaurès, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et puis, il n'est pas coupable, ou il est coupable, parce que ça. Et puis, et là vous développez. Puis il n'est pas coupable parce que ça. Et là vous concluez, dans votre style. Soit vous vous énervez, soit vous vous calmez, soit vous créez de la distance, soit vous créez un peu de proximité en chuchotant. Donc ça c'est la base, c'est la base qui va vous aider un peu à faire votre discours si vous êtes perdu. Il y a toujours des choses qui vous aident à faire, si vous ne savez pas quoi faire, il faut vous référer à cette base. Mais le but c'est d'être convaincant. Et une fois que vous maîtrisez très bien cette base, vous faites ce que vous voulez. Moi, cette page, je l'ai fait une fois, deux fois, et après, je me suis dit, j'en ai marre, ça m'amuse pas, tout le monde fait pareil, je vais faire mon truc à moi. Et je suis arrivé, j'ai chanté. J'ai commencé en chantant. C'est pas grave. Alors, il y a un jury qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, puis il y a un jury qui m'a dit, ah, c'était très bien. Et bien, en fait, c'est pas grave. Il y aura toujours un mec qui va vous dire, là, c'était excellent, et puis un mec qui va vous dire, là, non, j'ai pas aimé. Mais s'il est sympa, parce qu'il dit, oh, ils sont jeunes et tout, il va vous dire, ah, vous pouvez faire des progrès. Il commence par dire, vous pouvez faire des progrès, ce qu'il n'a pas aimé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous en foutez. En fait, faites-vous confiance à vous. Ok? Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est comment on construit un... Tu sais ce que tu m'as fait là? Tu t'as vu tes jambes ou pas? C'était comme ça? Ouais. Alors c'est bon, tu vas te faire mal. À un moment donné, tu vas tomber. Donc, maintenant, tu vas me raconter un peu comment ce matin, t'es venu comment jusqu'ici? Ce matin, déjà, je me suis réveillée à 9h30 alors que je devais me réveiller à 8h30. Parce que, en fait, hier, j'ai dormi trop tard. Ok, dis-moi ça. Il est à gros point mal au-dessus, bien sûr, de caler l'aube vers le milieu. Ok, c'est mieux. Mais là, dès que tu fais la deuxième phrase, t'es reparti dans ton truc. Tu m'as dit la première phrase très bien. Et dès que tu as mis la pause, bien sûr, tu as commencé à rechanter un air. Donc, ça, c'est un texte infaisable qui ne veut rien dire. Ok? Ouais. Si ça t'intéresse, Ayoub. On a décidé de s'engager dans la vie associative
Et notre thématique, c'est les RICS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des RICS, parce que souvent, vous connaissez le phénomène, mais vous ne connaissez pas trop la définition. Et les RICS, c'est les bagarres entre quartiers. Donc il y a deux villes un petit peu... Il y a deux villes rivales, et il y a des jeunes donc, qui se considèrent comme ennemis, et qui se bagarrent dans un lieu public. Pardon ? Rival, c'est... Il y a un conflit entre les deux. Ils sont ennemis, en fait. Ouais, exactement. Qui m'ont un peu frappé. Vous serez tous les deux, effectivement. Toi, alors, il faut que vous vous appropriez l'espace. Il y a un détail qui me frappe, vous êtes hyper proches l'un de l'autre. Vous êtes quasiment collés, en fait, l'un contre l'autre. Je sais pas si ça t'a... Et toi, tu as les mains dans les poches. Et tu vois, autant ton intervention tout à l'heure, tu avais vraiment... T'étais d'aplomb et tout. Ouais. Là, on a un peu l'impression que tu crois mes moyens, que tu es un peu paumé dans l'espace et tout. Toi, c'est un peu différent, tu t'es bien approprié l'espace. Par contre, il y a cette posture où tu as les bras croisés, et tu as les bras croisés quasiment toute ton intervention. Et je trouve que ça trahit un petit peu ton stress. Ça donne le sentiment que, bon, tu es contente d'être là, mais que quand même, tu as un petit peu le tract et tout. Donc voilà, donc décroise bien les bras, je pense que c'est important. Appropriez-vous l'espace, je pense que c'est bien que vous soyez, vous voyez, comme ça, tac, les pieds bien posés dans le sol. Bien d'aplomb. La voix, alors pour l'écoute, c'est une voix très douce, mais c'est très bien, parce qu'on t'écoute bien, c'est très spontané, c'est très agréable. Mais voilà, la voix bien posée et tout, je pense que ça c'est vraiment très bien. Avant de commencer, j'aimerais présenter notre association, donc Hereditas. Hereditas, on l'a fondée il y a à peu près 3 ans avec Léandre, qui est ici. On a fait l'école d'ingénieurs ensemble, et puis on s'est dit qu'il fallait créer une asso qui contribuerait à la transmission du savoir entre générations, entre cultures. Donc Hereditas, en latin, c'est héritage, et donc le nom n'était pas pris, on l'a choisi. On est venu au Pré-Saint-Gervais pour... Enfin, j'habite au Pré-Saint-Gervais, mais on a développé Hereditas au Pré-Saint-Gervais, en particulier sur l'art oratoire. Et donc depuis plus d'un an, on entraîne des jeunes à la prise de parole. Et on travaille aussi avec une association qui s'appelle Pas de la même ville et alors, qui va vous parler de leur association. Et donc, je leur cède la parole et je la reprendrai juste après. Morjane, la présidente de Pas de la même ville et alors. Je m'appelle Konaté Boubou, je suis membre de l'association Pas de la même ville et alors. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Pas de la même ville et alors. C'est une association qui a été créée suite à des faits qui nous ont marqués. La perte de 2 de nos amis, c'était plus que des amis pour nous, des frères d'une autre mère. Vous vous demandez pourquoi sûrement Pas de la même ville et alors. Parce qu'on a une vingtaine d'adhérents qui viennent de tous les horizons, de Paris, Bagnolet, Le Pré, Romainville, et voilà, partout. Et on lutte contre les RICS pour sensibiliser les plus jeunes. Qu'est-ce que c'est une RICS? Une RICS, c'est 2 bandes rivaux qui s'affrontent et ça peut finir en mort ou en blessé. Bonjour à tous, je m'appelle Morjane et je suis présidente de l'association Pas de la même ville et alors. Comme vous a dit Boubou, on essaye de lutter contre les RICS. Pour que vous nous connaissiez mieux, je vais vous parler de 4 mots. 4 mots qui nous représentent. Le premier mot, c'est l'amitié, car c'est à partir de là qu'on s'est fédéré pour créer notre association. Je vais maintenant vous laisser Cilia raconter une histoire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cilia, je suis secrétaire générale de l'association Pas de la même ville et alors. Comme l'a dit Morjane, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un ami à moi m'a appelé et m'a demandé de sortir. Je pensais qu'il avait un truc à me dire. Il a alors insisté, j'ai donc refusé. Je lui ai dit t'inquiète, on se voit une prochaine fois, on a le temps. Et ben non, le lendemain il est mort. Cette histoire, c'est mon histoire et l'histoire de toute l'association. Après ce fait, notre association, enfin moi-même et notre asso, on a donc tous pris conscience de notre insouciance. L'insouciance. C'est un mot intéressant, puisque c'est le deuxième mot que je vais vous parler, dont je vais vous parler aujourd'hui. L'insouciance à quoi? L'insouciance face au danger des RICS. Car c'est un phénomène connu aujourd'hui, on en voit beaucoup passer à la télé, il y a eu des morts,
ce soit à Paris ou en banlieue. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une insouciance générale face à ça. Personne ne fait grand-chose pour lutter contre les RICS. C'est à partir de là qu'on a décidé de se réunir et créer notre association pour mener notre combat. Le combat. Le combat, c'est le troisième mot dont je vais vous parler. Mais c'est un mot intéressant puisqu'il est en opposition à deux combats. Le nôtre, qui est de lutter contre les RICS, et le leur combat. Qu'est-ce que leur combat? Leur combat oppose deux bandes rivales qui se battent sans aucune raison ou sans même savoir le pourquoi. Ça peut... Leur combat qui est de se battre dans la rue. Le dernier mot dont je vais vous parler est la sensibilisation. Et ce qu'on veut faire avec notre association. La sensibilisation des jeunes, la sensibilisation de personnes comme vous. Et c'est à partir de projets, qui est de faire des actions dans les collèges ou dans les lycées, qu'on veut sensibiliser les jeunes face aux dangers des RICS. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Quelques mots sur le jury. Le président du jury aujourd'hui, c'est monsieur le maire, Laurent Baron, ancien ouvrier, devenu maire. Aujourd'hui, il préside ce jury, procès de Jean Jaurès, qui est une figure de la ville, une figure fondatrice de la ville. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Ensuite, il y a Arnaud. Arnaud, on s'est connus lors d'un procès. C'était le procès de Saddam Hussein. Je me souviens, il n'y avait aucune université qui voulait accueillir ce procès. Trop polémique, pas assez convenable. Donc on avait fait ce procès dans une université en décembre 2016. Il faisait super froid. Et puis j'ai vu Arnaud qui a magnifiquement plaidé. Et depuis, on est devenus amis. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Arnaud? Si ce n'est que tout son CV est décrit sur son cavalier. Le cavalier était trop petit, donc on a essayé de condenser tous ses titres honorifiques. Il est avant tout enseignant et thésard en ce moment. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Ensuite, il y a Lara. Lara, je l'ai connue aussi dans un procès. Enfin, on s'est connus avant dans une joute oratoire. Mais je l'ai vraiment découverte au procès de Louis-Ferdinand Céline. Là aussi, c'est un autre procès que pas beaucoup d'établissements voulaient accueillir. Trop polémique. Et puis, non, je vais vous laisser regarder. Il est sur YouTube, vous tapez procès Louis-Ferdinand Céline, vous verrez sa prestation. J'ai été impressionné. Elle est d'une grande vie, tout simplement. Aujourd'hui, elle est étudiante en droit, à Lyon, vice-présidente d'Eloquentia. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Ensuite, il y a Marie-Claire. Marie-Claire, c'est mon souffre-douleur. Depuis plusieurs mois, elle pensait que la vie c'était tranquille, qu'elle allait terminer paisiblement à la mairie en tant qu'historienne, mais en fait non, je suis intervenu dans sa vie, et depuis c'est un calvaire. À chaque fois qu'elle me voit devant la mairie, elle ferme vite la porte, et elle demande à toute la mairie de ne pas ouvrir. Ce qui fait qu'on a dû réadapter les horaires de l'ouverture de la mairie. Enfin voilà, blague à part, Marie-Claire c'est une historienne, archiviste, elle s'occupe des archives de la ville. Et puis c'est l'ancienne décoratrice cinéma, j'ai eu de très belles conversations sur le cinéma avec elle. Donc voilà, tout ça fait que sa présence, et puis elle a participé grandement à l'organisation du procès. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Et enfin, le dernier membre du jury, c'est Xavier de Bonaventure. Xavier, je ne sais plus comment on s'est connus. En fait, c'est un peu comme notre relation, c'est un gros foutoir. On ne sait pas où ça mène. On se rencontre au beau milieu d'un carrefour, à la croisée d'un carrefour, au beau milieu de la mer, près d'une rame de métro. Et c'est ça qui fait le charme de notre amitié avec Xavier, c'est que c'est complètement désintéressé, il n'y a rien derrière. On se retrouve n'importe où, n'importe quand, et cette disponibilité laissée à l'imprévisible, c'est ce qui fait le charme de Xavier. C'est un type qui a 1000 choses à faire, il a une thèse à gérer, il est prof en 3 écoles en même temps, mais j'ai une grande admiration pour les gens qui ont une certaine disponibilité à l'imprévisible. Je trouve que ça crée des situations, ça crée des vies.
Enfin voilà, je vous demande de bien vouloir applaudir Xavier. Passons au procès. Alors, je vous fais une courte recontextualisation pour que vous compreniez un peu ce qui va se dire juste après. Alors, je vous demande de bien vouloir vous projeter le 31 juillet 1914. C'était la date de la mort de Jean Jaurès. Jean Jaurès, fervent militant socialiste, pacifiste dans l'âme. Jean Jaurès, grand orateur, fondateur de la SFIO, ancêtre du Parti socialiste, meurt à Paris à l'âge de 54 ans, assassiné par Raoul Villain, jeune étudiant nationaliste. Alors, je préfère vous prévenir, nous ne sommes pas là pour juger Raoul Villain, et pour comprendre les tensions qui règnent autour de la figure de Jean Jaurès à ce moment-là. Nous sommes donc le 31 juillet 1914. La France est encore incandescente de sa monarchie et de ses empires. Elle se débarrasse peu à peu de ses traditions et libéralise son économie. Fini le roi, place au président. Fini l'église, place à une république laïque. Fini la calèche, place à la voiture. L'industrie est florissante, les habitudes de vie se transforment, les classes sociales se transforment. On ne parle plus de paysans, mais d'ouvriers. Hiérarchiquement, la noblesse a été remplacée par le patronat. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle des enflures du vocabulaire qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, on ne parle pas de femmes ou d'hommes de ménage, on parle d'agents d'entretien. On ne parle pas de vendeurs, mais de techniciens de surface. Ça permet d'effacer un peu les inégalités. Parenthèse fermée. Deux grands débats à cette époque-là minent donc la société. D'un côté, la lutte des classes sociales, et de l'autre, la guerre. La France était sur le point d'entrer en guerre. Et c'est son président, Georges Clemenceau, qui fera entrer la France dans une guerre qui va durer 4 ans. Jaurès, jusqu'à la dernière minute, puisque l'entrée en guerre de la France, c'est le 28 juillet 1914, et Jaurès est assassiné le 31. Jusqu'à la dernière seconde, Jaurès aura lutté pour éviter cette guerre. À l'Assemblée, il ne pouvait rien faire. C'était majoritairement à droite. Donc il essayait, il s'indignait. Il allait et venait dans le journal qu'il a fondé, l'Humanité, pour crier son indignation. Il alertait, il écrivait. Et puis c'était aussi un fervent disciple de Marx. Donc la lutte des classes, c'était l'un de ses chevaux de bataille. Il a énormément milité pour les droits des ouvriers, et je laisserai les avocats en parler. Donc, en résumé, et avant de laisser la parole, tout ça fait que Jaurès avait plusieurs ennemis. L'Assemblée, le patronat, enfin le capitalisme. Donc voilà, la question qui sera débattue aujourd'hui, c'est: Jaurès était-il un danger pour la France à l'aube de la Première Guerre mondiale ? Merci Jonathan. J'appelle à la barre le premier témoin, Georges Clemenceau, incarné par Dora. Mesdames et messieurs, les membres du jury, cher président, j'ai connu le dénommé Jean Jaurès en 1885 dans la Chambre des députés, devenue aujourd'hui l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il était un politicien opportuniste. Il est passé en quelques années de la gauche républicaine, celle de la discipline, de l'ordre, à la gauche révolutionnaire. Jaurès est issu d'une famille bourgeoise. Il ne connaît absolument rien des difficultés que peuvent rencontrer les ouvriers. D'ailleurs, il est le disciple de Marx, qui est lui-même bourgeois. Vous savez, mesdames et messieurs, que pour mieux comprendre une course, une souffrance, une injustice, eh bien, il faut l'avoir partagée, il faut l'avoir vécue. Moi, en tant que médecin, j'ai toujours été au service des ouvriers, des gens qui sont à la mine et des blessés de cœur. Car oui, en 1870,
J'ai servi comme il se doit la France. Est-ce que Jaurès sait ce que c'est que de servir la France? Que de se sacrifier pour la France? Quelqu'un qui ne comprend pas un peuple ne peut incarner un pays. Première considération. La deuxième considération, et qui mériterait qu'on le condamne pour ça, Jaurès incarnait le désordre, tandis que moi, je luttais pour promouvoir la discipline. Vous savez, mesdames et messieurs les membres du jury, qu'en 1913, la tension entre la France et l'Allemagne était au plus fort. Je faisais tout ce qui est dans mon pouvoir pour protéger la France de cette confrontation, en instaurant par exemple la loi des 3 ans. C'était de faire passer la durée du service militaire de 2 à 3 ans. Et que faisait pendant ce temps-là M. Jaurès? Il encourageait à la guerre sociale tout en promettant aux ouvriers plus de droits. Droit à la grève, droit à une journée de 8 heures au lieu de 10 heures. À ce moment-là, nous n'avions pas besoin de plus de droits, mais de plus de devoirs. Alors bien sûr, peut-être que mon discours me fait passer pour un monstre froid. Mais comme je vous l'ai dit au départ, je suis médecin. Ma passion, mon travail est d'aider les autres. J'ai donc une certaine sensibilité aux revendications des mineurs. J'ai d'ailleurs voté en leur faveur un droit à la retraite. Enfin, mesdames et messieurs, je crois que le plus grave dans cette histoire est la position de M. Jaurès face à la guerre. Jaurès est un idéaliste, tandis que moi, je suis un réaliste. La France, en 1913, était une nation humiliée par la guerre de 1870. Et nous étions sur le point d'être à nouveau humiliés si je n'avais pas remilitarisé la France rapidement. Nous devions récupérer l'Alsace-Lorraine. Nous devions faire honneur aux soldats français qui se sont sacrifiés pour leur patrie, notre patrie, qui ont donné leur vie pour sauvegarder l'intégrité du territoire, pour préserver nos lois, nos mères et nos pères. Monsieur Jaurès, dans la Chambre des députés, a passé des nuits entières à défendre ses idées pacifistes et idéalistes. Pour moi, rien que pour cela, il mériterait qu'on le condamne. Je lui ai dit un jour, « Monsieur Jaurès, vous promettez tout à l'ouvrier, mais vous n'êtes tout de même pas le bon Dieu. » Il me répondit, « Et vous, vous n'êtes pas le diable. » « Mais qu'en savez-vous » lui ai-je répondu. « Bien que je ne suis qu'un témoin, monsieur le président du jury, et que sans doute les avocats feront leur travail, mais je suis un témoin de l'histoire. J'ai été ressuscité, extirpé de mon repos éternel, pour pouvoir donner mon avis sur la question. Eh bien, vous l'avez. Je sais qu'ici, au Pré-Saint-Gervais, nous sommes un territoire socialiste. D'ailleurs, ce matin, je me promenais et découvrais des rues et écoles au nom de monsieur Jaurès. Monsieur le Président, vous-même êtes le maire de cette ville. Je pose donc la question aux membres du jury, ainsi qu'au public. Ce jury est-il légitime à juger mon témoignage? Merci. Il peut y avoir quelques questions posées, Dora. Dans votre propos, vous le dites, pour mieux comprendre une injustice, il faut l'avoir vécue. Ça signifie que pour vous, quelqu'un qui n'a pas vécu d'injustice ne pourrait rendre la justice, par exemple? Eh ben, je pense que c'est important d'avoir vécu quelque chose, parce que c'est pour pouvoir mieux la défendre. Donc, pour moi, c'est important. Oui. Alors, on a compris que vous étiez aussi là pour nous expliquer que si vous n'étiez pas arrivé au pouvoir, la France n'aurait probablement pas pu être sauvée pendant la Première Guerre mondiale. Mais de manière très concrète, qu'est-ce que vous reprochez de façon plus directe à Jaurès, hormis son pacifisme et son manque d'implication? Et bah, comme je l'ai dit dans mon discours, Jaurès voulait, peut-être sans le vouloir, mais imposer une guerre sociale dans la France, alors que nous avons d'autres choses à faire avec l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Donc le témoin numéro 2, représenté par Yasmine pour Léon Blum. Mesdames et
Dans mes souvenirs, lors de l'affaire Dreyfus, Jaurès était assis dans un café en train d'écrire. Je me suis alors approchée de lui pour faire sa connaissance. Notre rencontre s'est faite en 1904. Je n'aurais jamais pensé que Jean aurait marqué un tournant dans ma vie. La première chose qui me vient en tête quand on me parle de Jaurès, c'est qu'il était traqué politiquement. Notamment par vous, Clémenceau, et vos confrères de l'Assemblée. Vous ne supportiez pas que Jaurès vienne discourir à Paris. Vous l'avez rejeté, car il ne partageait pas vos idées guerrières. Le seul espace d'expression qui lui restait était la banlieue, lieu d'exclusion. Et d'ailleurs, savez-vous, mesdames et messieurs les jurés, ce que veut dire banlieue? Pourtant, un de vos rappeurs contemporains vous le rappelle. Du nom de Damso, je cite, « Et si un jour tu deviens fier de la Hesse, fier de Vieille-Rochex, dis-toi que banlieue veut dire lieu banni. » En 1936, lors de ma montée au Front populaire, je restais précurseur de mes pensées socialistes. La semaine à 40 heures, les congés payés, la liberté de penser des ouvriers, les conventions collectives. Enfin bref, tout ce qui a permis de protéger les classes les plus vulnérables et d'améliorer leurs conditions de vie, leur niveau de vie. Car je vous le rappelle, monsieur Clémenceau, lorsque vous étiez président du Conseil, l'espérance de vie d'un patron était de 80 ans, tandis que celle d'un ouvrier était de 40 ans. Et on essaye de comprendre aujourd'hui si Jaurès est un danger pour la France. Tout ce qu'il a fait, aller dans le sens des plus pauvres, des marginalisés, des laissés pour compte. L'effet de notre combat, à Jaurès et moi, est visible aujourd'hui. D'après l'INSEE, chiffre datant de 2020, les cadres peuvent espérer jusqu'à 84 ans, tandis que les ouvriers jusqu'à 77,6 ans. Je vais vous dire, vous auriez besoin d'un Jaurès pour équilibrer l'espérance de vie. Enfin, il y a une dimension chez Jaurès qui m'impressionnait, qui me fascinait, sa foi chrétienne. Jaurès est un grand défenseur de la laïcité, mais il était profondément animé par l'esprit chrétien. Il n'arrêtait pas de me répéter la phrase de saint Thomas d'Aquin. Le royaume de Dieu est en vous, le royaume de Dieu est en vous, le royaume de Dieu est en vous. J'ai longtemps mis à comprendre ce qu'était le royaume de Dieu. Jusqu'au soir, me promenant dans l'église Saint-Eustache, j'ai vu Jaurès de mes yeux, à genoux, implorant le ciel. Dieu, qui a créé le monde avec magnificence, montre-moi un homme qui soit bon. Il a ensuite allumé un cierge. Je l'ai soigneusement évité et il s'en est allé. Victor Hugo disait « Moi, je mourrais indigné ». Eh bien, je crois que Jaurès est mort indigné. Quelques questions. Merci beaucoup Yasmine pour votre discours. Alors vous nous avez dit que les banlieues étaient à l'époque considérées comme des lieux bannis, banlieues. Est-ce que vous considérez que c'est encore le cas aujourd'hui? Pour moi, la vision de la banlieue actuelle, elle n'a pas vraiment changé. Je pense que avec Jaurès, elle aurait été changée. Peut-être une deuxième question. Vous avez parlé de la foi chrétienne de Jaurès. Est-ce que selon vous, Dieu était socialiste? Je pense que la religion n'avait rien à voir avec les pensées de Jaurès et de moi-même non plus. Voilà. Merci. Première avocate, Lumna, avocate de la défense. Non, pardon, accusation. Mesdames et messieurs, les membres du jury, monsieur le président, monsieur le maire, nos militaires sont incapables de sauvegarder la France d'une défaite. Ces mots, je vous le rassure, ce ne sont pas les miens, mais ceux de monsieur Jaurès, lors de son discours il y a un siècle, ici même au Pré Saint-Gervais. Il pensait donc que la France était incapable de gagner cette guerre. Il la sous-estimait. Mais l'histoire lui a donné tort, car nous avons triomphé. Vous me demandez de juger Jaurès, mais l'histoire l'a déjà jugé. Jaurès voulait d'une France à genoux, face à l'ennemi, sans armée, sans défense. Il voulait d'une France où les dépenses en aide sociale dépasseraient largement la création de la richesse. D'ailleurs, commençons par cela. Premièrement, j'accuse Jean Jaurès d'être le précurseur de cette France endettée pour l'éternité. Oui, car Jaurès était l'homme qui voulait satisfaire toutes les revendications. Le droit à la retraite, aux congés payés, au temps de travail réduit, aux aides sociales, bref,
Tout ce qui fait que la France d'aujourd'hui est le pays avec la dépense publique la plus élevée au monde, avec 2650 millions d'euros de dettes, soit 120% du PIB français. Il condamne nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et toutes les générations à suivre, à payer ces dettes. Jaurès est la source de ces revendications dettes qui n'en finissent pas et qui nous plongent dans un endettement perpétuel et éternel. Deuxièmement, Jaurès était l'appui des anarchistes dans une France qui avait besoin d'organisation et de discipline pour défendre sa population. En effet, ses discours étaient imprégnés de revendications de la CGT, des syndicalistes révolutionnaires, le droit de réunir des associations face au patronat, alors que l'effort de guerre exigeait un sacrifice en termes de liberté. Alors l'Assemblée a voté en 1910 une loi permettant la retraite ouvrière et paysanne. Le gouvernement de l'époque était également contre l'impôt sur les revenus qui alourdissait les dépenses du peuple, des citoyens. En résumé, Jean Jaurès était pour l'anarchie face au patronat, alors qu'on avait besoin d'organisation, tandis que le gouvernement, lui, défendait le pays. Comment ? Eh bien en imposant de la discipline et en la soulageant financièrement, son peuple avec la retraite et l'interdiction des impôts sur les revenus. Enfin, dernièrement, face à une Allemagne qui se remilitarise à grande vitesse, M. Jaurès préconise de l'éducation. Protéger nos armées et notre pays face à une agression étrangère qui risque de faire couler des rivières de sang français, ça n'a aucune importance à ses yeux. En cela, je considère M. Jaurès comme étant un traître à la nation, voulant livrer la France à l'Allemagne. En 1913, à ce moment-là, nous avions un retard de 200 000 hommes par rapport à l'Allemagne. Et vous savez, mesdames et messieurs les membres du jury, qu'une stratégie militaire efficace réside dans une réserve militaire solide et nombreuse. Pour résumer cela, la remilitarisation dont vous ne vouliez pas, M. Jaurès, était nécessaire et indispensable pour gagner cette guerre. Enfin, Clémenceau, que je défends directement, avait voté la loi des 3 ans, qui consiste à allonger la durée de service militaire de 2 à 3 ans. C'était indispensable pour créer une armée capable de défendre notre pays. Vous étiez contre M. Jaurès, et je pense qu'à cause de cette posture, nous pouvons tous le qualifier de traître. Alors je vous demande, pour terminer ce discours, de condamner Jaurès à l'oubli. Il a pendant trop longtemps hanté nos manuels, nos écoles, nos rues, nos maisons et même nos toilettes. Il est partout, même dans notre intimité, alors qu'il ne le mérite pas. Alors rendons justice à la France, rendons raison à l'histoire en condamnant Jean Jaurès à l'oubli pour l'éternité. Merci. Bonjour maître. Pensez-vous sincèrement, comme vous l'avez affirmé, que la France a triomphé pendant la Première Guerre mondiale? Oui, car je pense que malgré toutes les pertes qu'il y a eu, la France est quand même ressortie avec beaucoup de territoires qu'ils ont gagnés. Et je pense que M. Jaurès aurait été un poids lourd pour la France en interdisant, en étant contre cette guerre. Très bien. Et j'ai une deuxième question pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez croisé Jean Jaurès aux toilettes? Je pense que c'est dans mes pensées, donc... D'accord, merci. Là, s'il te plaît, moi j'ai encore une question pour toi. Là, tu as proposé de condamner Jaurès à l'oubli. Oui. Et comme historienne, ça me choque un tout petit peu. Est-ce que tu penses que l'oubli d'un combat même contre un anarchiste, puisque tu qualifies Jaurès d'anarchiste, est-ce que tu penses que l'oubli pourrait vraiment faire du bien à la France, par exemple? Je pense que l'oubli, en soi, on ne pourrait jamais le mettre en place. Mais on pourrait
ne pas lui donner honneur. On pourrait peut-être le déshonorer parce qu'il n'a pas eu des pensées qui le mettent en avant, en soi, de mon avis. Merci. Vous n'êtes toujours pas fini, encore quelques questions. Je suis désolé, on vous torture un peu. C'est le corollaire des plus grands talents. Alors, je rebondis sur la question de mon co-juré. Est-ce que vous pensez que la victoire d'une guerre se mesure au nombre de territoires conquis? Je pense pas, mais je pense que après la guerre, les esprits des Français ont quand même été, ils ont été allégés face à l'arrêt de cette guerre. Et je pense que l'Allemagne était quand même accusée de perdante. Donc il faut bien un gagnant. Je pense que... Non, mais merci beaucoup, vous répondez très bien. Peut-être une deuxième question, mais prenez-la plus sur le ton de la plaisanterie. Vous nous dites Jaurès est partout, y compris dans mes toilettes. J'aimerais savoir d'où vous vient cette obsession pour Jaurès. Est-ce que vous êtes né au Pré-Saint-Gervais ou pas? La question c'était si je suis né au Pré-Saint-Gervais. D'où te vient l'obsession? Est-ce que tu es né au Pré-Saint-Gervais? Ça n'a pas d'importance. Merci. Cette fois-ci, l'avocate de la défense. Je n'ai pas de prénom, Madame Ardini. Touli. Ton prénom? Touli. Touli. Ça commence? Ça commence. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, que serait la France sans son modèle de république sociale? Que serait la France sans la laïcité? Que serait la France sans ses retraites, ses allocations familiales, ses journées de travail réduites? Enfin, que serait la France sans la guerre et ses 6 millions de morts? Tout ce que je viens de vous dire ici, c'était les idées de Jaurès, la volonté de Jaurès. Un homme à l'esprit pacifiste, aux idées sociales, démocratiques. Mesdames et messieurs, mon client qui nous regarde de là-haut était né dans une France encore nostalgique de sa monarchie, hostile aux idées socialistes. En 1859, les conquêtes guerrières menées par Napoléon III ont totalement détruit notre France. Désastre qui s'achèvera à la défaite à Sedan face à l'ennemi prussien. Et la perte de l'Alsace-Lorraine. Bref, une humiliation totale. Et tout ce que Napoléon III a fait subir à la France, Clémenceau veut le refaire. Cette France-là était profondément inégalitaire. D'ailleurs, Victor Hugo, exilé en Grande-Bretagne à ce moment, l'a dépeint à travers Les Misérables. De l'injustice sociale, une police incarnée par Javert traquant les pauvres gens. Pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, d'acquitter mon client, même si je crois que de là-haut, il doit déjà être à la droite de Dieu? Premièrement, Jaurès défendait une France profondément sociale. Dans son discours ici même au Pré-Saint-Gervais, il y a plus d'un siècle, il demandait le droit de se syndiquer, de se réunir en association syndicale afin d'équilibrer le rapport de force avec le patronat. Sans Jaurès, vous ne seriez même pas là, car c'est grâce à lui que le samedi est devenu un jour de congé, de repos, et que le travail est réduit. Le temps de travail est réduit. Premier argument. Deuxième argument, Jaurès voulait éviter à la France la folie guerrière, source de dépenses et de morts. Et pour cela,
Il voulait tout d'abord éradiquer le capitalisme, car le capitalisme, mesdames et messieurs, est à la source des guerres. Recherche de profit, accumulation des richesses et besoin de domination. Jaurès a vu la France s'industrialiser, faire d'énormes dépenses pour la guerre. Il savait que ce serait une guerre destructrice, dont la France ne se relèvera jamais. Alors oui, j'entends déjà l'accusation me traiter de collabo, me dire « Qu'auriez-vous fait si l'Allemagne serait venue attaquer la France ?» Eh bien, je vous réponds que la Première Guerre mondiale, à la base, ne concernait que l'Autriche et la Serbie, et que c'est notre ingérence qui a enclenché cette guerre. Donc pour résumer, premier argument, Jaurès voulait une France plus sociale. Deuxième argument, il voulait une France en paix. Et enfin, j'aimerais que, pour terminer ce discours, qu'on aborde un aspect plus intime de Jaurès, son amour pour la foi. Certes, il était pour une France laïque, mais il n'y a pas un discours dans lequel il ne parle pas de sa foi chrétienne. Jaurès était persuadé que le royaume de Dieu était en nous. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le bon, l'amour, la bienveillance, la charité. Pour lui, chaque loi devait être animée par cet esprit, celui de la justice et de l'égalité. Alors pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, je vous demande d'acquitter Jean Jaurès. Son assassinat était déjà une injustice. Voulez-vous reproduire une autre injustice ? Bonjour. Alors, vous avez l'air de tenir à cœur la laïcité de Jean Jaurès, et bien que vous nous ayez parlé en fait de sa foi chrétienne, que pensiez-vous du fait qu'il était assez réfréné quant à la loi de séparation entre l'Église et l'État? Je trouve que Jaurès avait une bonne façon de penser, car il séparait la loi de sa religion et de sa foi, car il trouvait que ça n'allait pas ensemble. Si, quelques questions. Bonjour maître, j'ai une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que éradiquer le capitalisme, c'est un petit peu radical quand même? Non, pas vraiment, car je trouve que c'était assez nécessaire pour une bonne France. Merci. Ne bouge pas, reviens, s'il te plaît. Dernière question. Je suis désolé, on est vraiment terrible, on vous torture jusqu'au bout. Alors vous avez évoqué l'amour pour la foi de Jean Jaurès. Est-ce que vous diriez que la foi suffit à excuser le péché? Non, pas du tout, mais je pars du principe que si on a une bonne foi, on a les bons principes. Et par exemple, tous ceux du royaume de Dieu qui, comme je vais le répéter, le bon, l'amour, la bienveillance et la charité, et avoir ces principes en soi permettrait de limiter les péchés, comme vous dites, et limiter les catastrophes. Peut-être une deuxième question. Est-ce qu'on peut défendre des valeurs chrétiennes sans croire en Dieu? Oui, car les valeurs chrétiennes sont humanitaires, tout d'abord, avant d'être plus religieuses. Merci. Donc, deuxième avocat pour l'accusation, Zayar. Pardon. Ça marche? Ouais, c'est bon. Parfait. Mesdames, messieurs les membres du jury, monsieur le président, bonjour. Alors, avant de commencer, monsieur, ne me dites pas que vous êtes le maire socialiste de cette ville. Et vous, les membres du jury, monsieur Xavier de Bonaventure, ne me dites pas que vous aussi, vous êtes socialiste. Ah non, je ne crois pas à ça, c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, je me tiens devant vous, moi, Zahir, afin d'accuser Jean Jaurès et de vous convaincre de son immense et éternelle bêtise. L'histoire, c'est l'histoire.
Le passé, c'est le passé. Mais étudions donc le passé afin de comprendre le présent et envisager un meilleur avenir. Dans ce cas, le symbole de Jean Jaurès tient toute son importance. Il est le père d'éternelles revendications qui n'ont fait que s'accentuer au fil du temps jusqu'à créer pour une partie de la population une sorte de flemmardise à la française. Ces idéologies ont malheureusement perduré et à force de trop aider, il devient donc le père d'une France de fainéants. Voulez-vous donc cela pour notre si beau pays? Je me permets de répondre à votre place. Je pense que non. D'un point de vue religieux, Jean Jaurès, fervent catholique, voulait que les lois soient imprégnées d'un idéal religieux et que cet esprit dirige chaque loi. Alors les lois, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui régit, ce qui commande, ce qui dirige notre si beau pays qui est la France. J'ai entendu mes chers confrères, mais Jaurès était-il censé représenter la France ou la Bible? Au lieu d'être l'envoyé du peuple, il se prend pour l'envoyé de Dieu. Votre client Jaurès, que dis-je? Votre client Jésus, était-il pour la laïcité? Était pour la laïcité, mais je pense que c'est une laïcité cachée, afin de convaincre un maximum d'électeurs. En effet, ces idéologies vont à l'encontre même des principes de la laïcité. La religion n'a pas sa place dans les institutions républicaines. Ce sujet est source de divergences, et parfois même de forts conflits entre individus. Je vais utiliser des mots durs, très durs. Les idéologies de Jaurès ne sont que les prémices de l'extrémisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. La France a toujours été un pays fort. Il est un pays puissant et il le sera pour l'éternité. Jaurès était quant à lui un dirigeant faible. Qu'aurait-il fait face aux Allemands? Rien. Rien de rien. Face à un État fort et belliqueux, il aurait perdu tous ses moyens. Il aurait sûrement laissé, en plus de l'Alsace-Lorraine, la Bretagne aux Allemands ou bien la Corse aux Italiens. Avant la Première Guerre mondiale, la France était hantée par un esprit de reconquête. L'Alsace-Lorraine nous appartient, mais notre si bon vieux Jaurès, soi-disant dirigeant français, ce n'était que son dernier souci. Comment voulez-vous construire un État fort et puissant avec ce type d'homme? Il défendait la paix. Mais quelle paix? Une paix certes, mais à quel prix? Au prix de la colonisation et de la domination. Nous sommes un pays libre, un peuple libre. D'un point de vue social, vous le considérez comme le maître socialiste. N'oubliez pas que c'est lui qui créa l'impôt tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un impôt qui ruine les pauvres chaque année et qui fait fuir les riches. Vous vous rendez compte que certains Français vivent au-dessus de leurs moyens et que toutes ces mesures n'ont pas forcément réduit les inégalités, bien au contraire. Quel modèle économique bidon, une course à l'assistanat où tout le monde revendique ses aides et ses subventions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, notre si belle France, est endetté à 120% du PIB. La France a la dépense publique la plus élevée au monde. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Jaurès a été le précurseur de cette course aux revendications qui n'en finira jamais. L'humain aura toujours les yeux plus gros que le ventre. Vu les idéologies du président du jury, je connais malheureusement le verdict. Mais comme l'a dit le très célèbre, le philosophe, le linguiste, le grand, l'immense, l'exubérant, le polémiste, le sulfureux, le très controversé et surtout l'amoureux de la langue française, Franck Ribéry, un jour ou l'autre, la roue tourne va tourner. Merci. Forcément des questions. Maître, vous dites qu'à cause de la politique de Jean Jaurès, les Allemands nous auraient pris la Bretagne. Ah oui, ça c'est sûr. Que vont faire des Allemands en Bretagne? Bah, juste pour montrer qu'ils sont plus forts que les Français et prendre une partie. Voilà. Comme l'Alsace-Lorraine. D'accord. C'est synthétique comme votre discours, merci. T'es prêt? Alors, pour attaquer Jean Jaurès, vous aurez cité remarquablement, avec une précision presque chirurgicale, Franck Ribéry. Selon vous, quel joueur de l'équipe de France aurait été Jean Jaurès? Oh là là là. Je pense qu'aucun. Je pense qu'ils ont tous une âme guerrière dans l'âme, contrairement à notre si bon vieux Jean.
Maître, j'ai vu que vous aviez commencé votre discours en interpellant certains des membres des jurés, et apparemment mon nom arabe ne vous a pas du tout interpellé. Pensez-vous qu'il y ait des noms de famille de gauche et d'autres de droite? Déjà, excusez-moi, mais je n'ai pas trop aimé votre réflexion, parce que je suis moi-même arabe. Et non, c'est juste parce que je vous connaissais pas. Je connaissais que Xavier. Excusez-moi, je vous appelle par votre prénom. Et Monsieur le maire. Donc voilà, c'est tout. Merci. Deuxième avocat pour la défense, cette fois-ci, Mariam. Premièrement, je vous prie de bien vouloir excuser l'arrogance de Maître Moquerie. C'est pour cela que je prends le relais. Mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la tenue de ce procès. Sommes-nous réellement en train de chercher à condamner un homme tel que Jaurès? Un homme qui a voulu nous éviter des millions de morts. Un homme qui prônait l'éducation de la jeunesse. Le seul homme politique qui prônait le pouvoir par le peuple et pour le peuple. J'ai entendu dire que Jaurès était une girouette politique. Au contraire, Monsieur Clémenceau, la girouette, c'est vous. Vous, qui n'avez cessé de faire la cour au pouvoir. Chez mon client Jaurès, il y avait une cohérence de parcours. Et le fait qu'il soit né bourgeois ne change rien. Je crois que ce procès doit être traité malgré tout, et qu'il revête une importance capitale au moment où notre pays fait face à quelques incertitudes sociales, économiques et militaires. Nous sommes en guerre. Sincèrement, ces paroles ne sont pas celles de notre présidente actuelle, mais ils sont celles de l'ancien président du Conseil, Clémenceau. Ces paroles ont été utilisées pour faire peur à la nation en 1913, pour pouvoir leur faire subir tout et n'importe quoi. Je suis stupéfaite de voir que l'on fait toujours appel à l'émotion des Français plutôt qu'à leur raison. 1913, 2021, les procédés sont-ils restés les mêmes? On disait aux Français que la guerre leur pend au nez. Mon client Jaurès, lui, défendait le contraire. Il voulait qu'on arrête de faire peur aux Français. Il voulait rendre aux oubliés, aux laissés pour compte, aux marginalisés, leurs paroles, leur pouvoir, leurs droits. À quoi a servi la Révolution française, les droits de l'homme et du citoyen, si on ne respecte même pas le premier article de cette déclaration? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Beaucoup de gens ont perdu la vie pendant cette révolution pour défendre une France plus juste. Mon client Jaurès, lui aussi, a perdu la vie pour défendre tous les Français. Pour Jaurès, l'égalité, ce n'était pas une double portion de frites à la cantine ou un pain au chocolat à 15 centimes, mais une protection sociale complète, tant au niveau de la santé qu'au niveau financier. J'aimerais faire la remarque suivante à Monsieur Clémenceau. Si j'ai bien compris votre soi-disant politique, vous voulez une France plus forte, mais votre politique affaiblit les Français et bafoue tous leurs droits. Et d'ailleurs, en 1913, à ce moment-là, nous n'étions pas en guerre, mais la France a voulu jouer la course à l'armement avec l'Allemagne. Et résultat, ce sont des millions de Français qui ont perdu la vie. Des veuves, des orphelins, des gueules cassées. Une France profondément blessée dont la cicatrice est encore visible aujourd'hui. Mon client Jaurès était contre cette guerre, contre l'allongement du service militaire de 2 à 3 ans, qui ont éloigné des millions de Français de leur famille, temporairement, oui, mais certains d'entre eux n'en reviendront jamais. Vous avez transformé des au revoir en adieu. Quelque part, ne serait-ce pas votre procès qu'il faudrait faire, Monsieur Clémenceau? Jaurès était aussi l'un des seuls hommes politiques à l'époque à défendre la classe populaire, qui représente aujourd'hui 52% du peuple français. Vous rendez-vous compte du cynisme face à une assemblée parlementaire dominée par la droite, par les monarchistes, autrement dit par des amoureux du privilège et des cadeaux faits aux plus riches? Mon client Jaurès était le seul à avoir eu le courage et la force de défendre les opprimés. Mais quelles étaient ses revendications? L'impôt sur le revenu pour améliorer notre qualité de vie. D'ailleurs, aujourd'hui, nous jouissons tous de cette qualité de vie. Le système de sécurité sociale, l'allocation au chômage, les transports publics et j'en passe. L'impôt sur le revenu pour améliorer notre qualité. Pardon. Il y a aussi la retraite, l'une des plus grandes revendications de Jaurès. Pour les paysans, les ouvriers, pour ces visages noircis par le charbon et dont la durée de vie ne dépassait pas les 40 ans.
Et pour finir, la réduction du temps de travail qui permet à tous les Français aujourd'hui de respirer le temps d'un week-end et de finir à 17h pour aller chercher les enfants et faire quelques petites courses avant 18h, heure du couvre-feu, même si ça, Jaurès ne l'avait pas prévu. Pour finir, je vous demande d'acquitter Jaurès, mais plus que de l'acquitter, de l'honorer, de le célébrer, mesdames et messieurs. Je conclurai en citant le neveu de Rameau de Diderot, de Socrate qui a bu la ciguë, ou des juges qui ont ordonné qu'ils la boivent, qui, au regard de l'histoire, est déshonorée. Vous savez, la justice peut parfois libérer des coupables, mais elle peut aussi condamner des innocents. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave. Mesdames et messieurs, au nom de la France et de son histoire, ne commettez pas à votre tour cette terrible erreur. Merci. Maître, est-ce que vous payez l'impôt sur le revenu? Eh bien écoutez, je suis encore mineure, je pourrais vous le dire bientôt. Comment pouvez-vous être avocate et mineure? Au cas où vous n'avez pas compris, il s'agit d'un procès fictif. Vous êtes donc en train de dire que ce procès est une mascarade et que ce jury n'a pas lieu d'être? Exactement. Donc vous critiquez directement monsieur le maire? Exactement. Bravo, merci. Question, merci à toi. Merci. Le jury va délibérer. Attendez 5 minutes maximum et on aura le verdict. Merci. Lara. Bon, tu commences. Viens, tu commences. Merci. En fait, on est littéralement attaqué par ces micros. Je commence à comprendre la détresse des candidats. Merci infiniment d'abord Ayoub pour la gentillesse de ta présentation qui m'a énormément touché, pour la délicatesse de ton invitation. C'est un immense plaisir d'être parmi vous. Je tiens aussi peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, à adresser un profond hommage aux jeunes qu'on a entendus et qui vous ont présenté leur association tout à l'heure. J'avais eu l'occasion de les accompagner un tout petit peu avec Ayoub, et je suis vraiment impressionné par leur qualité de cœur et l'investissement qu'ils portent à leur projet. Et prendre la parole, c'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à les soutenir le plus activement possible. Alors évidemment, je dois le dire, j'ai été vivement impressionné par la qualité de vos prestations respectives, et le talent autorise évidemment la critique, et parfois la critique cruelle. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Si. C'est bien, me voilà prévenu. La question est de savoir si cette prévention suffira à me museler ou pas. Alors je commencerai par vous, Dora. Dora, il y avait chez vous une sorte de contraste. Vous avez incarné Jean Clémenceau, n'importe quoi. Vous voyez, on part très bien. Georges Clémenceau, après vous aurez le droit de me contre-critiquer si vous voulez. Georges Clémenceau avec une veste qui n'est pas sans rappeler celle de Georges Clémenceau, une chemise boutonnée tout en haut, ce qui faisait au fond très Troisième République. Il ne manquait que la moustache pour que le costume soit parfait, mais on ne vous en demandera pas tant. Alors j'ai énormément apprécié votre prestation parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de douceur dans ce que vous avez dit. Et il y avait un contraste entre la force de Clémenceau, qui passait pour être un vrai bretteur, qui était dur, qui avait des mots parfois très cruels sur ses adversaires, et votre douceur où au fond vous aviez une attaque, mais quand même une attaque assez élégante, avec en même temps un vocabulaire très choisi et un travail de recherche que j'ai trouvé extrêmement approfondi. Vous nous avez parlé de la France, nation humiliée. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que vous n'avez pas été une oratrice humiliée, et vous avez porté fièrement les couleurs de l'accusation. J'espère ne jamais vous avoir comme procureur. J'espère d'ailleurs que je n'aurai jamais un procureur face à moi. Mais en tout état de cause, j'ai trouvé que vous vous en tiriez remarquablement. Alors, Yasmine, elle est où? Voilà, vous êtes là, pardon.
juste à côté. C'était d'une logique absolument imparable. Vous avez porté avec la défense avec une stature, une verve qui pour le coup pouvait un petit peu rappeler celle de Léon Blum, dont vous n'aviez pas la tenue. J'ai trouvé votre discours très équilibré en ce sens qui mêlait à certains moments des vraies attaques contre votre contradictrice et à d'autres des références et du cœur. Et j'ai trouvé que c'était très agréable. Notamment, vous avez eu cette capacité à passer vraiment du registre de la conviction à celui de la persuasion lorsque vous êtes passé au fond au registre de la foi, parce que c'était quelque chose de plus personnel. On était moins dans le jugement des actes, et au fond, ça donnait un petit peu d'humanité à ce personnage. Alors, toute humanité est bonne à prendre, chacun peut avoir la sienne, mais j'ai trouvé qu'à ce moment-là, vous avez réussi ce glissement de passer de la conviction à la persuasion, et c'était tout à fait appréciable. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez répondu à mes questions qui visaient évidemment plus savoir comment vous réagissiez déstabilisé qu'à vous inviter à une réflexion philosophique sérieuse. Et de ce point de vue-là, vous en êtes extrêmement bien tiré. Alors, Luna Patel, je sais pas, voilà, elle est là, Luna. J'ai beaucoup aimé. Il y avait dans votre discours une vraie structure et en même temps cette idée de la victoire. Alors on a tous compris que vous étiez effectivement obsédé par Jaurès, que vous le voyez partout, que votre mère vous éduquait le soir avec des photos de Jaurès dans vos toilettes, dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Moi c'est avec des photos d'arrêt de droit administratif que j'ai été éduqué, et c'est cette obsession personnelle qui m'a poussé à épouser la carrière d'enseignant. Vous voyez, les lapsus sont parfois révélateurs, pas trop j'espère, mais eh bien vous, au fond, peut-être que les photos de Jaurès que vous avez vues obsessionnellement vous pousseront vers la politique, et ça ne sera pas une si mauvaise carrière, le maire est là pour en témoigner. Touly, j'ai beaucoup apprécié cette manière dont vous vous êtes fait un petit peu victimiser par vos feuilles de notes. Il y avait quelque chose de très touchant de vous voir lutter comme j'essaye actuellement de lutter avec ces micros qui m'agressent. En cela, vous avez évidemment attiré ma sympathie spontanée. Ça n'a évidemment pas suffi à me corrompre, il aurait fallu un tarif beaucoup plus élevé, mais les choses étaient quand même bien engagées. Alors, j'ai bien aimé là aussi votre discours. J'ai bien aimé parce que au fond, c'était très convaincant, c'était très structuré. Il y avait un travail de recherche qui était approfondi, et en même temps, il y avait un fil rouge. Votre fil rouge, on l'a compris, éradiquer le capitalisme. En bon professeur de droit d'Assas, je ne peux suppléer un tel programme. C'est évidemment une boutade, je supplée totalement l'éradication du capitalisme, au contraire. Mais en tout cas, j'ai apprécié cette espèce de fil conducteur. Ce que j'ai peut-être un tout petit peu regretté dans la plupart au fond de vos discours, c'est cette incapacité que vous avez parfois eue à les terminer vraiment, en passant peut-être du registre de la conviction à celui de la persuasion, et en essayant de faire appel au fond à nos bons sentiments, mais la remarque vaut vraiment pour la quasi-totalité des discours qu'on a entendus. C'était vraiment très bien, vous êtes immensément talentueuse, je ne sais pas si vous vous dirigerez vers le droit, mais si tel est le cas, les prétoires vous tendront les bras. Alors, Zahir, j'ai beaucoup apprécié cette allusion personnelle aux enseignants d'Assas, surtout venant de quelqu'un qui tout au long de son discours, a eu les mimiques de Nicolas Sarkozy, la gestuelle de Nicolas Sarkozy, et parfois un petit peu le discours de Nicolas Sarkozy. J'ai noté notamment cette condamnation de la flemmardise à la française que l'intéressé n'aurait probablement pas renié. Alors il y avait quand même quelques constructions qui étaient assez prodigieuses. Le type a du talent et il le porte. Votre client Jaurès, votre client Jésus, que dis-je, etc. Vous avez l'âme d'un avocat, vous aussi. Et vous avez eu cette capacité à glisser de façon progressive vers la fin de votre discours, que vous avez fini quand même par une référence effectivement littéraire de premier plan Ribéry. J'ai trouvé que, vous voyez, je vous parlais de la péroraison, de l'appel au cœur.
Peut-on réellement émouvoir un jury par Franck Ribéry? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très drôle et c'était donc en cela extrêmement appréciable. Alors, après vous, on a eu Mariam. Alors, Mariam, en fait, vous êtes arrivé et puis vous, spontanément, vous tapez sur le bec de votre contradicteur. Je vous prie de bien vouloir excuser l'arrogance de mon contradicteur, tant sur le bec. Vous avez, au fond, eu un peu les punchlines d'une personnalité politique de premier plan qui est à Assas une idole. L'idole probablement d'Arnaud Le Ternier qui fut mon étudiant, Nadine Morano. Non, je suis vraiment cruel parce qu'en réalité votre discours était excellent et les punchlines n'étaient évidemment pas celles de Nadine Morano. Je ne vous souhaite pas d'ailleurs cette comparaison. Vous aviez un beau discours, il était extrêmement structuré. Il y avait des références, il y avait de l'humour, j'ai beaucoup apprécié le « Nous sommes en guerre » que vous avez d'ailleurs porté avec talent. Et puis il y a eu ce final que j'ai trouvé très beau. Vous êtes parti sur cette magnifique citation de Rameau pour essayer petit à petit, après avoir convaincu nos esprits, d'emporter nos cœurs. Grave erreur, un jury malheureusement n'a pas de cœur. Non, c'est pas une erreur en réalité, vous avez eu raison de faire appel à nos bons sentiments. Alors moi aussi je serais tenté du coup de vous dédier quelques mots. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, pour atteindre l'inaccessible étoile. Au fond, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force ni armure d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est probablement notre quête à tous. Mais aujourd'hui, vous vous y êtes livrés avec un talent fou. Vous êtes tous des promesses absolument incroyables, également à polir. Et je serais tenté au fond de former un rêve, former le rêve que demain les tribunes des assemblées, les prétoires des tribunaux, les chaires des amphithéâtres ou même les places des mairies comme celle-là résonnent de vos mots. Et dans ce cas-là, je me dis qu'au fond, tout espoir n'est pas perdu. Merci. Alors j'ai un problème de taille puisque le micro me rentre directement dans les yeux. Vous pouvez le baisser? Baisse-le. C'est bon, tout le monde m'entend? C'est bon? Bonjour à tous, je tenais avant tout à vous remercier pour votre accueil et aussi pour le fait que vous ayez été très gentil avec moi puisque c'est moi qui ai le mauvais rôle ce soir. Nous avons discuté en privé avec Xavier et je lui ai dit passe en premier puisque Xavier a la réputation d'être très méchant et moi j'adoucirai derrière le trait en disant que tu n'es pas si méchant que ça. Le fait est qu'il a été très gentil ce soir et donc c'est à moi que revient le très mauvais rôle d'être très méchant. C'est-à-dire que je serai probablement banni à vie du Pré Saint-Gervais quand j'aurai terminé ce discours. J'ai déjà un complice qui m'attend, voiture, moteur tournant et portière ouverte au feu rouge là-bas. Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier absolument tout le monde d'être venu, notamment le public qui est en train de griller littéralement depuis le début de cet événement, qui a supporté 1 heure de concours de poésie d'Ayoub Bougria avec lui-même. Rien que pour ça, je pense qu'on peut tous les applaudir. Bravo. Je vais être très rapide puisqu'on m'a demandé d'être très rapide et sans plus attendre, Dora. Oui, c'est toi, Dora. Dora, tu fais très bien Clémenceau, c'est vrai, il te manque la moustache, mais Dora, tu ne dis des vraies choses. C'est ça qui est intéressant chez toi. Tu dis il faut être réaliste, pas idéaliste. On se dit, c'est intéressant, il y a une vraie démarche psychologique là derrière, et en réalité, je trouve, et c'est vrai, ce que disait Xavier de Bonaventure, et j'essaye d'être méchant aujourd'hui, mais j'ai du mal quand même, parce que vous êtes vraiment bons, tous. Tu nous as fait réfléchir. Et il est plus facile de faire rire les gens que de les faire réfléchir. Voilà. On a beaucoup aimé le fait que tu discutes aussi du fait de vivre l'injustice. Je trouve que tu as très bien répondu aux questions et on a tous été assez impressionnés puisque on ne se rend pas compte forcément de quel âge vous avez. Vous êtes tous collégiens et lycéens, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et ben, je pense qu'on peut encore une fois applaudir Dora. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler de Yasmine Meloua. Yasmine croit que Damso existait en 1936. Mais Yasmine a fait un vrai discours parce que Yasmine a réfléchi. Et Yasmine a été la première à aborder le thème qui a été récurrent ce soir. C'était, je trouve, le thème des laissés pour compte.
le thème des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, le thème des inégalités. Et je trouve que ce soir, vous avez tous rendu honneur à Jean Jaurès, d'une part, vous avez rendu honneur au Pré Saint-Gervais, vous avez rendu honneur à Monsieur le maire également. Je tiens à te remercier, Yasmine, parce que je n'ai plus rien noté sur ma feuille, parce que je regardais Xavier. Loubna, tu m'as impressionné. Alors pour vous raconter ce qui s'est vraiment passé avec Loubna, c'est-à-dire qu'il y a un local de la mairie, il fait très très noir là-dedans, et j'arrive pour poser mon sac à dos, et je tombe sur Loubna, sur une chaise de jardin, toute seule, dans le noir, en train de murmurer. Et je lui dis, calme-toi Loubna, ça va bien se passer. Et là, je lui dis, mais tu es au lycée? Elle fait, non, je suis au collège. Et là, je me dis, mais quelle horreur, je vais être obligé d'exécuter Loubna en place publique. Et finalement, je n'aurais pas besoin de le faire puisque toi également, tu as été excellente, je trouve. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Tu nous as montré que tu étais experte en stratégie militaire, en droit de la retraite, en dépenses publiques. Tu payes ton impôt sur le revenu, contrairement à d'autres candidats dont on parlera plus tard. Voilà. Et tu as fait le choix de demander de condamner Jaurès à l'oubli. On reviendra là-dessus. Mais c'était très intéressant. Madame Mardini qui était avocate finalement, Madame Mardini m'a posé la question ce soir, une question que je me pose toutes les nuits, contrairement à Loubna qui se pose des questions sur Jean Jaurès aux toilettes. Que serait la France de 1859 sans Napoléon III? Là, j'ai posé mes lunettes de soleil, je me suis dit, enfin une réponse. Eh bien, elle ne nous l'a pas apporté, malheureusement. Faire souffrir la France, nanani nanana. J'ai découvert aussi, grâce à Madame Mardini, que Jean Jaurès était déjà venu au Pré Saint-Gervais. Parce que moi, je suis arrivé, on m'a dit « Arnaud, il faut que tu viennes juger un concours d'éloquence, ça parle de Jean Jaurès, c'est au Pré Saint-Gervais. » Je dis « Oui, très bien. » Et je suis arrivé, j'ai rien compris, et c'est grâce à Madame Mardini que j'ai compris. Et c'était important de contextualiser aussi la situation, et c'est quelque chose que tu as très bien fait. Voilà. Après, tu as des opinions politiques assez tranchées qui consistent d'une part à éradiquer le capitalisme, ce que je trouve un petit peu extrême, tu vois, je sais pas ce qui va se passer si on éradique le capitalisme. Je ne pense pas que ce sera à base de barbecue dans des jardins ou de yaourt, je ne sais pas. Mais toi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as de la mauvaise foi. Tu dis, j'entends d'ici la défense me dire, l'accusation me dire, et alors tu sais très bien qu'ils vont jamais le dire. Voilà. Et après tu fais, alors pour résumer mes arguments, j'ai dit ça, donc j'ai raison. Je pense que tu seras une grande avocate. Surtout que après Xavier de Bonaventure pose une question, il dit une question, mais est-ce que vous pensez que Jean Jaurès était de bonne foi? Et là, Madame Mardini dit, oui, la bonne foi, moi aussi je suis de bonne foi, et je regarde Xavier et je lui fais, non. Et en tout cas, ça a été très impressionnant de vous voir parce que je vois des embryons d'étudiants en droit, des embryons de tribuns peut-être un jour, et ça m'a fait très plaisir. Maintenant, je vais parler de Zahir. Zahir, j'aimerais te faire une mention spéciale. Zahir, tu es celui qui, je trouve, avait les meilleurs arguments ce soir parce que tu dis l'histoire, c'est l'histoire, le passé, c'est le passé. Et je me dis, il a raison d'une certaine manière, mais en même temps, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de comprendre ça? Voilà. Il dit que nous sommes tous des fainéants, que monsieur le maire n'est pas vraiment socialiste. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'exprimer, puisque j'ai encore mon complice qui attend en feu rouge. Zahir, tu m'as impressionné, puisque j'ai croisé Zahir juste avant le début du procès, là. Et il arrive, il me dit « Ouais, monsieur, ça va ?» Et je lui dis « Mais tu plaides ?» Il était avec ses écouteurs, je lui dis « Mais tu plaides ?» Il fait « Oui. » Je lui dis « Mais tu as ton discours ?» Il fait « Oui, il est dans ma poche. » Et je ne m'attendais pas à être aussi impressionné par Zahir, puisque Zahir, je trouve, tu es celui ce soir qui se rapproche le plus de ce que je connais des vrais avocats. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi celui qui a véhiculé le plus d'idées ce soir. Et ce qui était impressionnant chez toi, c'est que tu véhiculais des idées et tu avais l'air d'y croire. Et je pense que ça, c'est la première chose à faire quand vous allez plaider, quand vous allez prendre la parole en public. Il faut que vous croyiez à ce que vous dites. Bon, je vois à ton rire que tu étais en train de mentir complètement. Mais en tout cas, on avait l'impression que tu y croyais. Et ça, c'était bien. Et ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Je pense qu'on peut encore applaudir Zahir une fois. Maintenant, Mariam, déjà, elle arrive, elle ne dit pas bonjour. Elle dit premièrement, désolé pour Zahir. Ah bon, on se dit, ouais, c'est...
Mariam, tu as une espèce de hargne en toi, tu as le feu sacré en toi. Et ça, c'est très agréable à écouter. Même si parfois, tu dis des choses qui dépassent ta pensée. Par exemple, tu dis le mot pain au chocolat au lieu de chocolatine. Tu dis on a perdu la course à l'armement. C'est vrai, mais en fait, toi, tu as très bien résumé, je trouve, la situation politique à l'époque du début de la Première Guerre mondiale, et je trouve que tu as vraiment, comme l'a fait Madame Bardini, en fait, je t'appelle Madame Bardini parce que j'ai oublié ton prénom. Comment Touli. Marianne, toi, tu as été très bien parce que tu as réussi à recontextualiser les choses, et je pense que les gens qui étaient là, en train de se faire griller les neurones depuis 14 heures, n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait, de quels étaient les enjeux de ce véritable procès, et ça, tu as réussi à le faire, tu as réussi à contextualiser. Et ça, c'était vraiment impressionnant de ta part. Je me permettrais juste de dire un dernier mot, puisque on me dit dans l'oreillette que je suis déjà trop long. Oui, c'est vrai, j'ai menti. Mais il y a monsieur le maire qui me regarde très très mal. Je pense que le thème récurrent ce soir, avec Jean Jaurès, sa politique socialiste, il y a eu un intérêt, il y a eu une vraie réflexion qui a été faite par vous, sur les inégalités, sur ce que sont les laissés pour compte. Et ce que disait Ayoub au début pendant son concours de poésie tout seul, il y a eu un moment, une épiphanie intellectuelle où il a dit « il faut que vous gardiez la parole ». Et en fait, la parole, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je pense que vous gagniez ou que vous perdiez ce soir, ça n'a pas d'importance, puisque déjà vous avez fait le plus dur, vous êtes venu jusqu'ici, vous êtes venu jusque sur cette estrade, et vous êtes venu parler devant votre ville. Je tenais aussi à remercier l'association, parce que c'est vrai que moi je ne serais pas venu un samedi après-midi au Pré Saint-Gervais s'il n'y avait pas eu un véritable enjeu. Et en fait vous avez transcendé un peu le concours d'éloquence, c'est-à-dire que vous avez réussi à véhiculer vos propres idées. Vous avez réussi à avoir une voix, vous avez réussi à avoir la voix qui fera que jamais vous ne serez laissé pour compte tant que vous ne lâcherez pas ça. Et ça c'était vraiment impressionnant, et ça je vous remercie. Bravo. On peut tous les applaudir encore une fois.